Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de l'heure, hein. Je crois que si c'est le soir ou si c'est la journée en fonction. Bienvenue, welcome back. Bienvenue, saison 2, le podcast d'Ona. Et cette saison, on a décidé de viser la Lune. Et en visant la Lune, nous sommes tombés sur un profil assez intéressant, assez pertinent. Et que j'ai toujours voulu recevoir, d'ailleurs. Et on va pas trop tarder. Je vais introduire Catherine. Catherine, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? je vais très bien, merci et toi? Je vais très bien, un peu stressé, c'est la reprise, Oui, mais je pense que ça va être une très belle émission. j'espère. Et déjà, moi je te connais D'accord, et j'aimerais que tu te présentes à ok, ceux qui nous regardent aujourd'hui. Qui ok. es-tu? Qui je suis? Mhm, Catherine Teya, mhm, épouse Mboko Mutinga, mhm, mère de 3 enfants, 3 filles, mhm. de 2 ans, 5 ans et 9 ans. Ah, que des filles. Oui, juriste de formation et conseil juridique inscrit aujourd'hui, Mhm, médiateur agréé également, fondatrice d'une ONG aussi, l'ONG Idiano, mhm, et responsable d'un cabinet, le mhm. cabinet 4 Consulting. Et enfin, je dirais fondatrice du réseau Elite Juris et Business. Ok. Justement, on aime parler d'argent. Oui, Ici à Studio Perspective, un juriste. Le métier nourrit son homme, sa femme, c'est possible. c'est tout à fait possible. Mhm. C'est comme tout métier, je pense. Mhm. Ça dépend de la clientèle qu'on a. Ok. Si on a des petits clients, ça Mhm. ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les moyens, mais les problématiques peuvent être petites. Mhm. Donc, auquel cas, on a des petits revenus. Mhm. Si on traite avec des grandes entreprises et qu'il y a des grands contentieux en jeu, Mhm. on peut gagner beaucoup d'argent. Ok. Mais qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi le droit? Alors moi, à la base, quand j'étais plus jeune, c'est pas Mhm. vraiment le droit qui m'intéressait. Je voulais juste être commissaire de police. Je regardais les émissions télévisées et ça me passionnait. Mhm. J'avais déjà une passion pour la justice, on va dire ça comme ça. Ok. Et quand j'ai grandi et que l'heure est arrivée d'aller à l'université, il fallait faire un choix. Mhm. Et c'est vers le droit que je me suis orientée. Mhm. Donc j'ai fait une licence en droit en Belgique. Mhm. Ensuite, j'ai poursuivi mes études à Londres. Ok. Donc j'ai étudié vraiment que le droit. Mhm. Je suis spécialisée en relations internationales d'abord, parce Ok. qu'à un moment donné, j'ai un peu douté de mes choix. Je n'étais pas sûre de vouloir continuer dans le droit. Mhm. Et après, je me suis rendu compte, après avoir fait un stage aux Nations Unies, qu'en réalité, c'était le droit qui me plaisait mieux. Ok. Et je me suis donc orientée vers le droit international des affaires. Mhm. Mais justement, j'ai vu que, faut me corriger, hein, Mhm. c'est spécialiste OHADA ou experte OHADA, comment on le dit? Expert juridique, en fait spécialisée en droit WADA. Ok. Oui. C'est quoi le droit OHADA? Le- Le seul souvenir que moi j'ai de l'OHADA, c'est le plan comptable. On avait, je crois, j'étais en seconde ou en première, je crois. Oui. C'est tout ce que je sais de Pour faire simple, on va dire que c'est juste un droit commun Mhm. à 17 pays. Mhm. Donc, ce sont des textes qui ont été pris et qui s'appliquent dans une zone géographique bien précise. Mhm. Voilà, donc c'est un droit commun, on va dire, à plusieurs pays. Ok. Et j'ai aussi vu, faire-tu ton CV, ouais. Nous, on regarde les CV sur LinkedIn, hein. C'est Mhm. vraiment LinkedIn. Et il faut aussi me corriger. Si mon anglais, il est vraiment. Il faut me dire si c'est LinkedIn ou autre. Oui, J'ai quand même vu que tu as un CV quand même long comme le bras. Tu oui. n'as pas mal bourlingué. Et tu as parlé d'ONG, de fondation. J'ai la vague impression que tu n'en es pas à ta première expérience au niveau du Gabon, qui Non, concerne les fondations et autres. c'est vrai. Mhm. J'ai commencé les actions sociales bien avant. Mhm. Donc, déjà, quand je vivais en Angleterre, Mhm. je faisais partie d'une ONG qui s'appelait CEWA Europe. Ok. Et quand je suis arrivée au Gabon, en fait, très vite, je me suis dit, j'avais laissé mes activités derrière en Angleterre, mais je me suis Ok. dit que je pouvais faire la même chose au niveau du Gabon, Mhm. puisque les enjeux sociaux, ben, en fait, il y en a partout. Hein. Ouais. Les personnes qui en ont besoin, il y en a partout. Mhm. C'est vrai qu'on a commencé avec des actions sociales, Mhm. mais ensuite, on s'est dirigé vers des actions environnementales, parce que moi, je trouve que on a une belle planète, on la protège pas assez, on pollue l'environnement. Mhm. Donc, au-delà des actions sociales, l'ONG Idiano traite aussi des questions environnementales. Donc, on fait notamment des actions de nettoyage de plage. Justement, je crois qu'il y a quelques temps, vous l'avez fait, là. Oui, La il n'y a pas si plage du longtemps, oui. Tropicana, ou je me trompe? Exactement, Ok. avec Projet Tortue, Ok. Tahiti Gabon. Mhm. Donc, ils nous ont invités à participer Mhm. à une action de nettoyage de plage et en même temps, il y avait une sensibilisation sur les tortues qu'on trouve au Gabon. Ok. Ah,
il y a des tortues qui viennent au Oui, niveau de Tahiti et autres. oui. Je pensais que ça s'arrêtait uniquement à la Pontini. Non, 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 elles sont bien là. Ah, ok. Oui. Ok. Et justement, tu as parlé de CAT Consulting également. Mhm. CAT Consulting à quel âge? CAD Consulting a été créé en 2017. Ok. C'est vrai que j'ai pas toujours été présente au cabinet parce que Mm. j'ai aussi été salariée donc pendant de nombreuses années. Mhm. Mais depuis peu, j'ai décidé de me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat et à diriger mon cabinet. Et c'est quoi le switch? À quel moment tu as décidé de... Alors la décision s'est prise il y a un petit temps déjà, mais comme on sait tous, c'est la peur souvent qui nous empêche d'avancer. Donc quand on a un projet à l'esprit, on se Mhm. pose beaucoup de questions, on ne sait pas quel est le bon moment pour sauter le pas. Mhm. Donc j'ai d'abord beaucoup réfléchi, je me suis dit est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. C'est vrai qu'être salarié, on a la sécurité de l'emploi, on a le salaire qui tombe tous les mois. Mhm. Mais à un moment donné, j'ai vraiment décidé de peser dans la balance et je me Mhm. suis posé la question, est-ce qu'aujourd'hui je suis encore heureuse Mhm. dans mon emploi? Est-ce que j'estime que c'est vraiment là où je veux être? Mhm. Et quand la réponse a été non, c'est plus ça que je voulais faire. Mhm. Je voulais avoir plus de temps pour moi, pour mes propres projets. J'avais vraiment besoin de libérer du temps parce que quand on est salarié, ben, on est contraint par des horaires de travail. Ouais. Et quand quand j'ai tourné la page en me disant qu'il était vraiment temps pour moi, déjà, il faut dire que j'ai 40 ans passés, donc je me suis dit que si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Il faut sauter ce pas-là et je verrai bien comment ça se passera pour moi. Enfin, la peur a fini par partir, on va dire ça comme ça. Mhm. J'ai bien pris confiance en moi. Je me suis dit que de toute façon, j'ai les compétences, j'ai déjà mon réseau, donc il n'y a aucune chance que ça ne fonctionne pas. Et voilà, je me suis lancée tout simplement. Ok. Et justement, lorsque l'on est entrepreneur, on profite de ta présence là. Oui. Quel est l'apport d'un expert ou d'une experte OHADA? Alors, on va dire de manière générale, c'est vrai que souvent, les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un juriste à leur côté. Ils se disent que oui, les services juridiques, ça coûte cher, et puis de toute façon, on peut faire sans eux. Mais quand des problèmes arrivent, je pense que tout le monde est content d'avoir un expert juridique à ses côtés, parce qu'on est là justement pour défendre les intérêts des individus ou des entreprises, les protéger leurs investissements, les orienter, leur faire mieux comprendre le droit et les mécanismes qui sont en place en fait pour les protéger. Parce que, in fine, un juriste, c'est quelqu'un qui est là pour encadrer vos activités, pour anticiper aussi les risques et sécuriser ce que vous investissez. Donc, parfois, on se dit que non, moi, je n'ai pas d'argent à dépenser pour payer un conseil juridique. Mais en réalité, quand on est accompagné, on gagne de l'argent parce qu'on protège ses investissements. Parce que, par exemple, il suffit de signer un mauvais contrat, on peut perdre beaucoup d'argent. Alors que si on a un conseil à ses côtés, il est là justement pour nous accompagner dans notre aventure, dans la gestion de notre entreprise, dans la gestion du personnel, etc., dans les relations avec les administrations. Donc, en réalité, il ne faut pas avoir peur d'avoir un juriste à ses côtés parce que le prix que vous dépensez, en réalité, moi, j'estime que ça en vaut la peine. Ok. Ça coûte combien, à peu près, pour avoir l'expertise d'un conseil? Ouais, je dirais que ça dépend du problème que vous posez. Il y a pas... Souvent, les gens s'attendent à avoir une grille tarifaire, mais ça n'existe pas. Pour un conseil juridique, il peut avoir certains standards, mais tout dépendra de la complexité du dossier. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à ce qu'on nous envoie les éléments, on les examine et puis on fait une cotation. Parce qu'on ne peut pas juste, sur la base d'une explication ou d'un bref résumé, se lancer sur une cotation et donner des honoraires qui pourraient ne pas refléter la charge de travail et la réalité. Donc, il vaut mieux prendre son temps. Rien que donner le montant des honoraires pour une mission, c'est très important. Il faut bien évaluer le temps que ça va prendre parce que sinon, en réalité, on peut sous-évaluer et c'est nous qui sommes perdants. Parce que les enjeux, parfois aussi, sont énormes. Et donc, voilà. Il faut savoir que quand on fait appel à un expert, il faut quand même mettre le prix. Ok, justement, j'ai vu sur votre CV, moi, votre parcours professionnel, il y avait Deloitte. Oui. Et j'ai un professeur qui me disait à l'époque, en école de commerce, avant d'aller dans une structure normale, c'était bien de passer par une agence conseil, par un cabinet pour renforcer ses compétences. C'est vrai. Ton point de vue là-dessus? Oui, mais ça a été mon parcours aussi, parce qu'avant Deloitte, j'étais dans un autre cabinet. D'ailleurs, c'est le cabinet qui m'a fait venir au Gabon en 2014. J'ai passé 3 ans et demi là-bas. Et franchement, c'est formateur. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont plusieurs clients, plusieurs types de missions. Donc, ça permet de toucher un peu à tout et d'avoir une expérience variée.
Parce que c'est vrai que quand on travaille en entreprise, j'ai aussi été consultant juridique, enfin pas consultant juridique, mais plutôt manager juridique en entreprise. Donc j'ai géré le département juridique d'une multinationale au Gabon. Les problématiques sont, on va dire, similaires, mais sont moins diversifiées, vu que, on va dire que le client, en gros, c'est l'entreprise qui vous emploie. Donc les problématiques sont souvent les mêmes et on ne fait pas trop de choses différentes. Donc on peut vite rentrer dans une certaine routine. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne sont pas différents ou qu'il n'y en a pas suffisamment que pour être occupé, bien au-delà de ça. Même quand on est en entreprise, surtout une multinationale, croyez-moi, la charge de travail, elle est lourde. Mais c'est vrai qu'en cabinet, en fait, on peut toucher à différentes choses. On peut faire de la fiscalité, on peut faire du droit du travail, droit des contrats. On peut vous confier vraiment différents dossiers. Et donc, ça vous permet d'aiguiser votre expérience, de voir aussi, quand vous avez différents types de clients, on va dire quoi, les capacités humaines que vous avez, la communication, la compréhension, etc. Il faut entretenir des bonnes relations avec les clients. Donc, ça vous met quand même en direct aussi avec certains clients. C'est vrai qu'en entreprise, vos collaborateurs, ce sont vos clients, en réalité. Donc, le cadre est différent. Donc voilà, mais c'est quand même une bonne école de formation de passer en cabinet d'abord, parce qu'on vous laisse toucher un peu à tout et au fur et à mesure que vous évoluez, donc vous commencez junior, puis vous allez senior, etc. Donc on vous donne des dossiers de plus en plus complexes. Voilà. Donc c'est vrai que moi aussi, là, à mon cabinet, je retrouve à nouveau cette diversité. Donc le fait d'avoir laissé le salariat, je me retrouve à nouveau à traiter plein de choses que je n'avais plus à traiter quand j'étais en entreprise. Donc moi, ça me donne encore une plus grande satisfaction parce que je suis davantage dehors, je suis sur le terrain, je suis à côté de mes clients pour les accompagner avec leurs différents besoins. Et surtout, ça permet de prendre des vacances quand on veut. C'est vrai aussi, ça c'est un gros avantage de pouvoir gérer son temps comme on veut, de ne pas avoir à demander la permission, l'autorisation, de prendre du temps libre. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du climat des affaires au Gabon ? Je pense qu'il y a une réelle volonté du nouveau régime en place d'augmenter le nombre d'investisseurs au Gabon et les opportunités d'investissement. C'est vrai qu'ils essayent de mettre en place un cadre juridique, que ce soit des incitations fiscales, de l'accompagnement, etc. Donc, simplifier aussi peut-être la réglementation ou les procédures pour qu'elles soient un peu plus rapides. On sait qu'il y a aussi le digital aujourd'hui qui permet de faire certaines démarches en ligne. Donc, je pense qu'il y a une réelle volonté de faire avancer les choses et d'attirer les investisseurs, surtout qu'on voit qu'il y a de plus en plus de gros marchés, de gros chantiers qui sont en cours dans le pays. Mais il faut quand même aussi pas perdre à l'esprit que dans la pratique, il y a quand même toujours aussi des défis. Les entrepreneurs, moi, j'en vois beaucoup puisque j'accompagne quand même pas mal de clients étrangers qui viennent au Gabon et qui parfois sont découragés à cause des lenteurs administratives, à cause des choses qu'on leur demande parfois qui ne sont pas normales, etc. Ou bien parfois, ils sont simplement perdus parce qu'ils ne comprennent pas le droit et ils ne sont pas accompagnés par les bonnes personnes. Mais de manière générale, je dirais quand même que non. Le Gabon est une terre d'investissement. Il ne faut pas hésiter à venir. C'est un pays quand même intéressant où il y a beaucoup d'opportunités. Et donc, il y a vraiment de la place pour ceux qui veulent investir. OK. Justement, tu viens de parler du choix de l'accompagnement, ou bien le bon accompagnement. J'ai envie de dire aujourd'hui, si un jeune veut se lancer dans le même métier que toi, s'il devait se spécialiser, tu conseillerais laquelle C'est vrai qu'il y a des personnes qui considèrent que c'est toujours mieux de se spécialiser. Moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis. Parce que ça limiterait le nombre de clients qui pourraient nous contacter, je dirais. Parce que déjà, quand on accompagne une entreprise, souvent, ils ont besoin d'un accompagnement à divers niveaux. Donc, ils veulent qu'on les aide avec la gestion de leur personnel. Ils veulent qu'on les aide avec la rédaction de leur contrat ou la revue des contrats qu'ils ont assignés avec les partenaires. Ça peut être des problèmes qu'ils ont avec l'administration et qu'il faut aller régler, ou des agréments qu'ils n'arrivent pas à obtenir, etc. Et moi, je pense que quand on se spécialise... Après, c'est un choix. Quand on se spécialise, si c'est peut-être une matière qui nous passionne, il y a par exemple des gens qui font que de la fiscalité. Parce que la fiscalité, c'est leur passion. Ils ne veulent faire que ça. Pourquoi pas ? C'est quelque chose, c'est vrai, de très spécifique, la fiscalité. Donc, pour ceux qui ont vraiment un intérêt particulier pour une matière du droit, là, je peux les conseiller de se spécialiser parce qu'il y a des gens qui étudient, par exemple, le droit maritime, le droit aérien. Donc, c'est très spécifique. Donc, ils ne pourront pas travailler partout. Mais quand on fait le droit des affaires, comme moi,
c'est beaucoup plus vaste, en fait. Mhm. Il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire. Et moi, c'est ce que j'aime, en fait. C'est vraiment la diversité des missions que j'ai, des problèmes que j'ai à régler. Parce que tant je peux faire du recouvrement de créances Mhm. et courir après donc quelqu'un qui doit de l'argent, tant je peux être assise pendant des heures à réviser un contrat. Mhm. Et donc, c'est ça que moi, j'aime, c'est de faire des choses différentes tous les jours. Mhm. Mais justement, on va continuer dans le même fil d'idées. Oui, Le droit au hadar, Oui. tu nous l'as un peu expliqué. oui. Est-ce que dans le droit Mhm. au hadar, est-ce qu'il y a des... C'est lorsque tu t'adresses à un expert, c'est assez Oui. compliqué. Je suis Oui. obligé de bien peser mes mots. Donc, est-ce qu'il y a des choses à revoir Oui. ou tu arrives à percevoir une évolution de ce qui se faisait en 2000 comparativement à 2025 côté droit au hadar? Est-ce qu'il y a des choses à revoir ou Il bien faut des bonnes dire... choses qui ont été faites? Oui. Mhm. Il faut dire que le droit est en constante évolution. Et Mhm. heureusement d'ailleurs. Et Parce pourtant, que on n'a s'il pas était... l'impression. Hein. On a Si, vraiment si, pas si. l'impression. Mhm. Justement, une des missions d'un juriste, c'est de faire de la veille. Oh, ok. La veille juridique, c'est de justement être attentif à toutes les évolutions réglementaires, etc., législatives, Mhm. voir s'il y a des nouveaux textes qui entrent en vigueur, etc., pour voir ce qui est modifié. Mhm. Et donc, on ne peut pas dire que le droit est figé. Non, ça, c'est Mhm. pas possible. Il y a toujours des évolutions. Tout le temps, il y a des nouveaux textes qui entrent en vigueur. Rien que les lois de finances, chaque année, vous voyez qu'il y a une Mhm. nouvelle loi de Ouais. finances. Mhm. Donc, le droit évolue et le droit OHADA également. Mhm. Donc, je peux parler notamment de l'évolution qu'il y a eu concernant l'acte uniforme sur les procédures collectives et les sûretés. Donc, je vais prendre un exemple. C'est une PME que j'avais accompagnée qui était au bord de la faillite. Donc, elle était en cessation de paiement. Ok. Et on les a accompagnés pour mettre en place un plan de redressement. Mhm. Donc, vous voyez qu'en fait, ce sont des mécanismes qu'offre le droit qui permettent de sauver des entreprises. Mhm. Donc, au lieu d'aller en liquidation, on essaye de voir. Donc, il y a un examen qui est fait au départ. Mhm. On évalue quelles sont les dettes, quels sont les actifs de l'entreprise, Mhm. quel est le personnel qu'elle a, qui est l'équipe dirigeante, est-ce qu'il n'y a pas une réorganisation à faire, Mhm. est-ce qu'on ne peut pas négocier avec les créanciers pour voir si on ne peut pas avoir de nouveaux échelonnements pour payer les dettes, etc. Mhm. Donc, ce sont des outils. En fait, le droit, c'est ça. Ce sont des outils qui sont mis à disposition pour régler certaines situations. Et comme je l'ai dit, heureusement que le droit évolue Mhm. parce que ça permet ça facilite quand il y a une évolution du droit, souvent, c'est dans l'objectif de faciliter les choses, Ok. de rendre les choses plus faciles ou d'accélérer les procédures. Mhm. Donc, il faut vraiment être au fait de ces changements parce que si on donne des conseils à un client et qu'on se trompe parce qu'on s'est basé sur un ancien texte qui n'est plus d'actualité, ça peut coûter cher. Ok. Donc, non, le droit évolue. Et ça tombe bien. J'ai une question. Et mes collaborateurs, pas mes collaborateurs, mes associés également, Oui. il y a une loi Mhm. qui dit que lorsque l'on crée une société au Gabon, Oui. je ne sais pas laquelle, je ne sais pas exactement, on a une période de 2 à 3 ans où Oui. on ne paye pas d'impôts. Oui, comme je le disais, il y a certaines incitations fiscales. Mhm. C'est vrai que ça existe donc dans le Code général des impôts. Il faut remplir certaines conditions, bien évidemment. Mais tout ça, ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour justement aider les entreprises, surtout celles qui débutent. Donc, c'est ce genre de mécanisme-là qu'il faut encourager. Et ceux qui ne sont pas au fait de ces dispositions, ils vont passer à côté. Parce qu'ils vont, par exemple, dès qu'ils ont créé leur entreprise, ils vont se précipiter à aller payer les impôts. Alors qu'en réalité, peut-être qu'ils peuvent bénéficier, on va dire, d'une période suspensive pendant laquelle ils sont en fait exonérés ou ils ne sont pas censés payer les impôts. Donc, c'est tout ça là. En fait, le juriste est là pour aider comme on dit, les opérateurs économiques, les investisseurs, à comprendre leur environnement dans lequel ils évoluent. Parce que quand on veut avoir des activités, il faut comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Et donc, le juriste est là pour rendre le droit plus accessible. Ok. Et je vais encore revenir là-dessus, même si tu as donné un exemple de PME. Mais est-ce que tu as un exemple, un autre exemple, parce que tu parles de la PME, où le droit OHADA a été bénéfique à l'entreprise ou à l'entrepreneur? Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Mais rien que le recouvrement de créances que je fais, ce sont des procédures qui sont prévues par les textes OHADA. Donc, on peut aller, quand on a une créance à recouvrer, on peut faire le recouvrement amiable, ce qui est la première étape généralement qui est moins coûteuse parce qu'on essaie tout simplement de négocier pour pouvoir recouvrer sa créance. On peut mettre en place un échéancier, donc permettre aux débiteurs de payer en plusieurs fois. Mais il y a des fois où le débiteur est récalcitrant.
il refuse de payer ou alors il veut pas, il accepte pas l'échéancier imposé ou en tout cas proposé par le créancier. Et donc, on peut vite se retrouver devant les tribunaux. Mais toutes ces procédures-là, elles sont encadrées. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne va pas mettre un couteau sous la gorge d'un débiteur pour le forcer à payer. Non, il y a des mécanismes en place qui permettent de recouvrer son argent en suivant certaines procédures. Ok. Mais là, c'est peut-être, j'ai envie de dire, de business à business. Mais Oui. là, si en face, on a l'État, comment on fait? Si on a en face l'État, il faut dire que moi, j'ai quelques procédures en cours contre les organismes étatiques. C'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'il y a certaines personnes qui seraient même réfractaires en se disant que non, moi, je ne m'attaque pas à l'État, etc. Mais je veux dire, l'État, il est payeur comme tout le monde. S'il commande des travaux, etc., il faut bien qu'il paye les entrepreneurs qu'il recrute. Moi, j'accompagne certaines entreprises qui ont eu à faire des travaux et qui, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas été payées. Donc, comme je l'ai dit, il ne faut pas avoir peur en réalité parce qu'il y a des mécanismes qui existent et qui donnent la possibilité de rentrer dans ses droits. Donc, même si c'est l'État en face, il y a toujours des mécanismes en place qu'on peut utiliser pour rentrer dans ses droits. Ok. Justement, rentrer dans ses droits, j'ai pas envie de dire que je t'ai découvert via cette affaire. Oui. Mais je sais aussi que tu as un litige en griffe avec une compagnie aérienne dont on taira le nom. Oui. Et j'ai plus l'impression qu'au Gabon, nous avons un problème avec le droit. En guillemets aussi, dans le sens où on a raison, mais on préfère se taire. Oui, je pense que c'est vrai. Et moi, je suis justement du genre à tout faire pour défendre mes droits. Donc, même en tant que personne, j'ai aussi des droits que j'aimerais protéger. Donc, quand je me sens lésée, je n'hésite jamais à faire valoir mes droits. Donc là, c'est vrai que j'ai une procédure en cours contre une compagnie aérienne parce que j'ai eu à faire un voyage qui ne s'est pas très bien passé. Donc, le vol a eu beaucoup d'heures de retard. Mon bagage n'est pas arrivé avec le vol. On a fait une escale qui n'était pas prévue. Et tout ça, l'entreprise, enfin la compagnie aérienne aujourd'hui, elle estime qu'elle n'a pas à me dédommager, ce que je trouve très dommage. Parce que en tant que voyageur, on est des consommateurs, on a des droits aussi. C'est vrai que moi-même, j'ai pu faire le constat qu'il n'est pas facile de s'attaquer à une compagnie aérienne, surtout internationale. Mais avec les bonnes personnes, parce que j'ai pris quand même un avocat pour m'aider sur ce dossier. Parce que c'est vrai que moi, je suis conseil juridique inscrit, mais je ne suis pas avocate. Donc, les procédures judiciaires, c'est encore un autre domaine qui n'est pas le mien. C'est vrai que je gère des contentieux en collaboration avec des avocats. Mais il faut quand même avoir un avocat, je pense, pour nous aider dans certains cas. Mais moi, j'ai décidé que j'allais en faire mon combat parce qu'il y a justement trop de gens qui subissent au quotidien. Et malheureusement, je pense que beaucoup trop de gens n'ont pas la culture d'introduire des actions judiciaires ou même de faire simplement des réclamations. Parce qu'avant même d'aller en justice, on fait une réclamation écrite au moins. Mais même ça, je pense que trop peu de gens le font. Et donc, quand j'ai décidé de m'attaquer à cette compagnie aérienne, c'était pour faire passer surtout un message. C'était pour dire aux gens que c'est possible, il faut arrêter de se taire, il faut arrêter de subir. Il y a des possibilités de s'attaquer donc à des compagnies aériennes qui doivent répondre de leurs engagements. Parce que c'est trop facile de vendre des billets d'avion aux gens et après qu'ils aient une expérience voyage qui soit juste pas à la hauteur. Et justement, tu parlais de réclamation. Je peux pas aborder ce sujet sans parler de notre bonne vieille dame SCG. Oui. Et me dire, en fait, c'est dans le même ordre d'idée, mais je pense que du côté de la SCG, il y a un service réclamation. Je pense qu'il est même méconnu du grand public. Ben moi, personnellement, j'ai déjà fait des réclamations à la SCG. Parce qu'une fois, il y a eu une intervention d'agents de la SEG sur le réseau électrique. Et ça a abîmé des appareils chez moi. Et je me suis dit que non, c'est pas à moi d'aller les remplacer, les appareils, parce qu'il y a eu une faute commise par les agents qui, en fait, ont envoyé une charge beaucoup trop élevée et qui a abîmé des climatiseurs, télévision, etc. Donc, je me suis dit que ça me coûte rien d'introduire une réclamation. Et figurez-vous que j'ai obtenu un dédommagement. C'est vrai que ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Je crois que ça m'avait mis quand même entre 8 et 10 mois. Mais il faut être patient. Souvent, les gens se découragent aussi parce qu'ils disent « Oui, mais ça va prendre du temps. C'est même pas sûr qu'on me dédommage à la fin. Moi, j'ai peut-être pas que ça à faire. » Mais il faut persévérer parce que
c'est en faisant valoir nos droits qu'in fine, on oblige aussi toutes ces entreprises-là à remplir leurs obligations Encore et qu'ils ont leur un part du personnel contrat. dédié pour ça, en plus. Surtout qu'ils ont un personnel dédié pour ça. S'il y a un département réclamation, bah, il faut l'utiliser, tout simplement. Donc, il faut qu'on arrête d'être des citoyens ou des consommateurs qui ne se plaignent pas et qui subissent, parce que c'est tous les jours. Les exemples, je pense que tout le monde peut en donner. On peut avoir acheté de la nourriture avariée dans un supermarché, Exactement. ou acheter un appareil qui, en fait, ne fonctionnait pas. Ben, il faut apprendre à aller faire des réclamations. Et moi, j'aime bien quand je vois justement des posts de personnes sur les réseaux qui disent qu'elles, en tout cas, elles n'hésitent pas à faire des réclamations, mais c'est parce que c'est nos droits. Mais pour pouvoir défendre ses droits, il faut déjà connaître ses droits et puis savoir comment les faire valoir. Ok. Catherine, on a beaucoup discuté en off et moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce que le droit peut apporter concrètement à l'écosystème d'affaires gabonais? Ok. Déjà, il faut comprendre que le droit est partout. C'est celui qui régit toute activité commerciale ou autre. Donc, sans le droit, on manquerait d'un cadre pour organiser donc, les activités des entreprises, etc. Donc, en quoi le droit peut contribuer à l'économie ou en quoi un juriste peut accompagner donc, au développement de l'économie? À plusieurs secteurs. Déjà, il faut comprendre qu'un juriste, ce n'est pas seulement quelqu'un qui doit connaître le droit. Un bon juriste doit connaître l'environnement des affaires. Parce que quand il faut accompagner un entrepreneur ou un opérateur économique, déjà, il faut comprendre quelle est son activité, quel est le cadre qui régit son activité, est-ce qu'il faut des agréments particuliers, etc., etc. Justement, aussi, on a beaucoup parlé de fiscalité. Donc, c'est de savoir quels sont les avantages que l'entrepreneur ou l'investisseur peut avoir donc, quand il démarre son activité, etc. Donc, le juriste, c'est forcément quelqu'un qui conseille dans un premier temps, qui conseille l'opérateur économique dans le cadre de ses activités. C'est aussi quelqu'un, je pense l'avoir dit, peut-être qui anticipe les risques. Donc, quand on anticipe les risques, c'est-à-dire qu'on a déjà, nous, la vision. On sait déjà qu'en faisant telle chose, voici le risque qui est encouru, en faisant telle chose. Donc, on peut faire une cartographie des risques pour les opérateurs économiques, pour les investisseurs, pour attirer leur attention sur certains points donc, de leurs activités. Donc, on contribue à l'économie par comme on a dit, en rendant le droit plus accessible et plus compréhensible à tous. On leur permet à eux de mieux évoluer, de mieux gérer leur entreprise. Donc, forcément, ça a un impact direct sur l'économie. Comme je l'ai dit aussi, le droit évolue. Donc, il faut comprendre aussi ces évolutions-là. Et le juriste est là pour justement faire connaître aux gens quelles sont ces évolutions. Parce que vous pouvez facilement vous tromper. Vous pouvez payer plus qu'il ne faut. Alors que, voilà, si vous connaissez vos droits, si vous connaissez les règles, vous allez évoluer dans la sérénité, dans la confiance. Donc, c'est un peu à ce niveau, je pense, que le juriste a son rôle à jouer. C'est qu'il est garant, donc, comme je l'ai dit aussi, il peut aider à la conformité. Parce que, comme je l'ai dit, certains pensent qu'on n'a pas besoin de juriste, on n'a pas besoin de se conformer. Tant qu'on n'est pas pris la main dans le sac ou que personne ne sait quelles sont les activités qu'on mène, on est à l'abri. Mais non, en réalité, la conformité, c'est une sécurité. Si vous vous écartez de la conformité, le jour où on va vous frapper, mais sachez que les pénalités seront très lourdes. Donc, ce que vous pensez avoir économisé, vous allez le payer en triple ou voire même plus. Donc, autant se conformer à la loi et puis trouver les mécanismes qui peuvent vous aider à gérer vos activités sans trop dépenser, parce qu'il y en a des mécanismes. Donc, c'est un peu ça, je dirais, le rôle du droit et du juriste dans l'accompagnement des entreprises et des opérateurs économiques. Juste revenir sur les concepts. C'est quoi la conformité? La conformité, c'est justement gérer ses activités en respectant toutes les règles qui sont en vigueur donc dans un pays. Donc, il y a le droit gabonais, comme on l'a dit aussi, il y a le droit OHADA. Donc, il faut connaître un peu tout ce pan de règles qui s'appliquent pour pouvoir évoluer en toute sérénité. Parce qu'en cas de contrôle, si on sait qu'on a respecté toutes les règles, on n'a rien à craindre. On sait qu'il n'y aura pas de redressement à la fin. Mais quand on a été en marge de la loi, forcément, il y aurait des redressements. Justement, je veux savoir, en tant que femme, c'est facile d'évoluer dans un milieu purement masculin?
Moi, personnellement, ce n'est pas le genre de considération sur lesquelles je m'arrête. Mhm. Je pense que c'est vrai que beaucoup de femmes manquent peut-être de confiance en elles. Mhm. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez sûr de soi. Mhm. Donc, je ne me suis pas posé la question de savoir si en tant que femme, j'avais moins de chances de réussir qu'un homme. Mhm. Moi, j'estime que j'ai tout à fait ma place comme conseil juridique. Mhm. Donc, vraiment, ce n'est pas une préoccupation que j'ai en me disant que non, parce que je suis une femme, on ne va pas me confier certains dossiers, ou etc. Mhm. C'est vrai, je suis une femme, je suis une mère, et j'arrive à gérer toutes mes activités. Donc, vraiment, après, c'est une question d'organisation et une question de compétence. Justement, aujourd'hui, tu es ta propre patronne. Mhm. Tu es une boss Ouais. lady, comme on dit. Et comment tu te vois dans 5 ans? Et comment tu vois le métier dans 5 ans? Dans 5 ans, déjà, il faut savoir que j'ai plusieurs casquettes, hein, parce que je suis aussi gérante d'entreprise. Mhm. Notamment, je représente une société étrangère qui fait dans la mise à disposition de personnel. Ok. L'entreprise locale s'appelle Sodeco Gabon. Oh, ok. Donc, c'est une entreprise que j'ai moi-même d'ailleurs créée. C'est une succursale, en fait. Mhm. Et je gère cette entreprise-là. C'est vrai que avec toutes mes activités, j'ai pas... disons, passé beaucoup de temps dans la gestion de cette entreprise, mais là, maintenant, les choses vont changer. Mhm. J'ai déjà informé mes partenaires que j'avais plus de temps à consacrer à ce projet-là et que donc j'allais les aider à se développer donc, sur le marché gabonais. Ok. Donc, en fait, je pense que moi, je suis quelqu'un de très ouvert et de très flexible. Et je peux dire franchement qu'au plus le temps passe, au plus j'évolue. Au plus mes besoins aussi évoluent ou mon intérêt évolue. Parce qu'à une époque, si vous me parliez de droit des affaires quand j'étais jeune étudiante, j'allais vous dire que ça ne m'intéressait absolument pas. J'étais intéressée plutôt par le droit de la famille, par exemple. Mhm. Mais aujourd'hui, au plus le temps passe, au plus je me rends compte que ce qui m'effrayait avant et ce que je trouvais compliqué avant, en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Parce que je le vis au quotidien, quand je vois les entreprises qui évoluent, quand vous mettez le droit en pratique, vous verrez que c'est moins complexe que ce qu'on peut croire. C'est vrai que quand on étudie et qu'on est encore à l'université, par exemple, les matières peuvent paraître arides et compliquées parce qu'on ne sait pas comment ça s'applique, comment en pratique le droit intervient dans les activités des entreprises, etc. Mais quand on est maintenant au cœur de l'action et qu'on doit conseiller les entreprises, là, on se rend compte qu'en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Et donc, on a une autre approche de la question. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis spécialisée donc en droit WADA et en droit des affaires. Et je vous assure que, non, comme j'ai dit à une époque, il fallait même pas m'en parler. Donc, au plus le temps passe, au plus je me rends compte que, comme j'ai dit, le droit est partout. Et c'est un outil qui est tellement puissant. Je suis vraiment contente d'être dans ce métier-là. J'ai pas une aspiration à changer de métier en tant que tel. Donc, je vous dirais que dans 5 ans, j'aimerais tout simplement être une femme d'affaires et un conseil juridique encore plus reconnu, qui défendra peut-être des États, même pourquoi pas. Je peux bien conseiller des présidents ou régler des litiges interétatiques, pourquoi pas. Parce que je fais aussi de la médiation. Ok. Comme je le disais au début, je suis médiateur agréé et j'aimerais davantage aussi m'orienter vers ce secteur-là parce qu'on ne peut pas tout régler devant les tribunaux. Il y a des fois où on peut trouver des solutions en s'asseyant tout simplement, en essayant de faire des compromis. Donc, je pense que non, mon métier me passionne, il m'a toujours passionné. Et au plus le temps passe, comme je vous dis, au plus je me rends compte que c'est une chance que j'ai de vraiment maîtriser le droit parce que moi-même, je l'utilise dans ma vie personnelle pour défendre mes propres intérêts. Et cette passion-là, j'utilise aussi pour mes clients. Donc, dans 5 ans, non, comme je dis, vraiment une femme d'affaires puissante, conseil juridique qui peut travailler à l'international. En fait, j'ai même déjà des missions dans d'autres pays. Donc, je pense que les choses se font naturellement. Et quand vous avez vraiment une volonté, vous avez un souhait, je pense que quand vous y pensez très fort et que vous mettez les outils en œuvre, les choses se font naturellement. Parce que ce contrat, par exemple, que j'ai eu pour être consultant juridique sur un projet lié à l'énergie en République centrafricaine, ben, je pense que vraiment, ça ne tombe pas par hasard. En fait, dès que vous décidez de changer d'orientation, c'est comme si les portes s'ouvrent naturellement. Donc, moi, je pense que les choses peuvent évoluer rapidement. J'ai beaucoup de projets en tête. J'ai des événements que j'aimerais organiser, donc toujours liés au secteur du droit. Il y a une revue juridique que j'aimerais aussi lancer avec le réseau Elite Juris et Business. Donc, vraiment, les projets, j'en ai encore beaucoup.
Donc, je pense que les 5 prochaines années, c'est surtout me concentrer sur ces projets-là et faire en sorte qu'ils se matérialisent. Ok. Justement, tu as bien fait de parler de Centrafrique. Euh, Ça fait partie des bienfaits d'être experte OHADA. Ça te permet de sortir de ton écosystème d'origine et Exactement. promouvoir ton expertise au-delà des Tout frontières. à fait. Et désolé hein, pour la question, mais nous, on aime tellement l'argent, on aime parler d'argent, Oui. surtout pour inspirer, hein, de bonnes inspirations. Euh, un contrat de ce type, ça paie bien. Ça paye bien, mais il faut dire que la durée de la mission elle est relativement longue. Oh. Parce qu'autant vous avez des missions où vous voulez rapidement terminer pour être payé. Quand vous êtes consultant international, en fait, le seul inconvénient, c'est que oui, la somme que vous percevrez à la fin, elle est intéressante, mais il va falloir attendre. Parce que le projet, il se déroule sur plusieurs mois. Et tant que la mission n'est pas bouclée, vous ne percevez pas vos honoraires. C'est là justement je voulais en venir. Oui. Percevez pas vos honoraires, donc ça veut dire vous préfinancez. Mais c'est du conseil qu'on fait principalement, donc il n'y a pas grand-chose à préfinancer. Oh, ok. Et s'il y a des déplacements à faire, bah, c'est l'entreprise qui nous a recrutés pour le projet qui paye ces dépenses-là. Okay. Donc en tant que tel, on ne dépense pas d'argent. On met simplement notre savoir, notre connaissance, nos compétences à disposition. Mais ça n'implique pas de dépenses pour nous en tant que tel. Ok. Il faut parler anglais, c'est important. Et je veux revenir depuis plusieurs mois, je peux me tromper, hein. Depuis plusieurs mois, tu as lancé une initiative. Oui. Et tu essaies de rassembler du monde autour du métier même de juriste. Tout à fait. Pourquoi cette initiative? Alors, à la base, cette initiative est venue d'un constat. Parce que dans ma carrière de responsable juridique, dans une multinationale, j'ai eu à faire passer beaucoup d'entretiens aux jeunes juristes. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà, de 1, les CV ne sont pas forcément bien rédigés. De 2, la personne ne sait pas forcément bien se vendre. De 3, il y a même des jeunes qui ne savent même pas ce qu'ils veulent faire en réalité. Ils postulent un peu au hasard en se disant que bon, le poisson finira bien par mordre quelque part. Donc, ils vont un peu à la pêche, à l'aveuglette. Ils savent pas trop vers quoi s'orienter, etc. Et je pense que moi, je me suis dit que je suis quand même quelqu'un de senior qui a un bon nombre d'expériences à mon actif. Et je me suis dit que je pouvais mettre cette expérience à profit pour aider les jeunes dans leur évolution professionnelle. Donc, et puis, en fait, c'est une initiative qui m'a été soufflée à l'oreille par un ami, on va dire, lors d'une conversation. Donc, on échangeait sur le sujet et il me disait, mais pourquoi tu n'organises pas un après-midi avec des jeunes juristes pour leur parler de ton métier, etc. Et donc, j'ai lancé une première édition en me disant, sans vraiment réfléchir, hein, sans écrire de business plan ou quoi que ce soit. Donc, je n'avais pas une vision à long terme. Je me suis juste dit, oui, pourquoi pas, je peux organiser cet événement-là et puis voir si ça intéresse les jeunes. Et puis, la première édition était un succès. Donc, les jeunes sont venus, etc. J'ai fait venir un panel d'experts juridiques. Et puis, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas faire ça une fois par mois? Et donc, c'est comme ça qu'est née l'initiative du réseau Élite Juriste et Business. Chaque mois, on choisit une thématique liée au droit, bien évidemment. Et on fait venir des experts qui vont édifier les jeunes sur leur métier. Donc, dans le secteur du droit choisi, par exemple, là, la prochaine édition, c'est en fait samedi 25 octobre. Et c'est sur le droit aérien. Donc, on invite comme par hasard. En fait, le programme, il est établi en avance. Hein. On a déterminé les sujets pour toute l'année 2025. Donc, on ne fait que dérouler le programme. Mais en gros, donc c'est ça. On invite des professionnels pour que les jeunes soient en contact direct avec ces professionnels, qui puissent écouter donc le parcours des gens, comment ils en sont arrivés là, ce qu'ils ont étudié, est-ce qu'ils sont partis à l'étranger, etc. Qu'est-ce qui leur a permis de réussir et d'arriver là où ils en sont aujourd'hui. Ça leur permet de poser des questions. Mais au-delà de ça, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est la mise en relation. C'est-à-dire que tous ces professionnels qui travaillent déjà, on leur demande de penser à ces jeunes-là. Donc, s'il y a des opportunités de stage ou d'emploi, qui pensent aux membres du réseau et qui partagent l'information. Comme ça, les jeunes peuvent postuler et nous, derrière, on peut les accompagner. Parce que c'est ça l'objectif. C'est pas de les laisser se débrouiller seuls. Comme on sait plus ou moins quelles sont leurs lacunes, c'est déjà de renforcer leur confiance en eux grâce à tous ces ateliers qu'on fait, parce qu'on a fait aussi des ateliers, par exemple, sur la prise de parole en public, etc., pour vraiment qu'ils se sentent à l'aise et aussi qu'ils soient plus présents sur les réseaux, qu'ils s'expriment tout simplement sur le droit, sur qui ils sont, sur ce qu'ils font.
Et ça a permis à vraiment plus d'un de trouver des opportunités de stage et d'emploi. Et donc, nous, on estime que ce projet-là, c'est une réussite. Parce que sans vraiment le vouloir, sans avoir trop cherché à organiser ça, ça a été une initiative très spontanée. Et en fait, ça prouve qu'il y a vraiment un besoin. Les jeunes, ils ont besoin d'être accompagnés. Et le fait qu'on soit un réseau, en fait, ça les réconforte parce qu'ils se disent que je ne suis pas seule, en fait, dans ma recherche d'emploi. Il y en a plein d'autres comme moi. Mais ça leur donne une vision positive parce qu'ils savent qu'en étant membre du réseau, il y a des portes qui s'ouvriront à eux et qui ne se seraient peut-être pas ouvertes sans ce réseau-là. Parce que justement, nous, on utilise tous les gens qu'on connaît pour déjà les inviter. Et puis, moi, ça me permet d'étendre aussi mon réseau. Parce qu'il y a plein de professionnels du droit que je ne connais pas forcément. Et donc, quand je les invite, ben voilà, c'est un réseau concret. Maintenant, je les connais désormais. Donc, entre confrères, on peut aussi se donner des conseils, etc. Si on a besoin un jour d'une information, etc., ben, on sait voilà, à qui s'adresser. Mais in fine, c'est vraiment pour les jeunes qu'on fait ça. Donc, les plus anciens sont là pour accompagner les plus jeunes. Et c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un réel succès. Et justement, tu ne t'arrêtes pas là. Vu que tu as créé une ONG. Oui. Pourquoi? Comme je le disais, moi, j'estime que quand on a réussi, il faut pouvoir donner aux autres. Je suis très sensible à certaines causes et aux personnes qui sont issues de milieux peut-être défavorisés. Donc, que ce soit des jeunes filles mères, que ce soit des orphelins. En fait, je suis à l'écoute des besoins des gens. Déjà, moi, je ne fais pas d'action au hasard. Quand j'approche une structure, je leur demande de quoi ils ont besoin. Parce qu'on veut répondre vraiment à leurs besoins et leur donner uniquement ce dont ils ont besoin. Ça ne sert à rien d'aller collecter plein de choses et de venir déposer ça là si ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Donc, on essaye de voir les différentes structures qu'on a accompagnées jusqu'à aujourd'hui. On leur demande quels sont vos besoins. Et dans la mesure du possible, on fait tout pour répondre à ces besoins-là. Donc, c'est ça à la base, le projet Idiano. Idiano, ça veut dire parenté en mienné. C'est un nom qu'on a choisi au départ parce qu'on était plusieurs femmes à se lancer dans ce projet-là. Et quand on a fait la sélection du nom, bah, c'est le nom qui a été retenu parce que la parenté, c'est dans le sens de famille. Donc, on est là pour s'entraider, pour donner de soi. Et c'est le même acte de générosité, je dirais, qui m'anime dans la création du réseau Elite Juristes et Business. C'est que je me dis, même si je travaille, même si j'ai un emploi du temps très chargé, mais j'ai toujours et je dois libérer du temps pour faire des actions pour les autres, c'est important. J'ai envie de dire, mais à quel moment tu trouves le temps? Ben, honnêtement, c'est difficile, j'avoue. J'ai un emploi du temps toujours très chargé, mais tout est une question d'organisation, comme je le disais, et de priorité. Donc, c'est vrai que j'ai des clients à gérer dans le cadre de mon cabinet, mais en fait, les actions que je fais, les actions sociales ou environnementales, ça me fait vraiment plaisir de le faire, de voir le bien qu'on peut faire aux autres. Pour moi, c'est important, ou de protéger l'environnement, parce qu'on fait aussi la promotion du recyclage du plastique, parce que moi, franchement, j'ai une hantise de voir déjà les déchets qui circulent, qui sont jetés là dans les quartiers. Donc, les gens vivent au milieu des déchets. Je trouve ça juste pas normal. Il y a encore beaucoup à faire dans ce secteur-là. Je pense que la gestion des déchets, c'est un sujet sur lequel on devrait vraiment s'appesantir parce qu'il faut arrêter de considérer que c'est normal que les gens jettent leurs poubelles comme ça, à même la route. Il y a certains endroits où c'est sur la route tellement il y a de déchets. Donc, non, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur et... quand on fait les choses avec passion, c'est plus une contrainte en fait. On estime que on fait simplement ce qu'on doit faire. C'est notre part, c'est ma part en tout cas que je fais à cette planète. Et justement, j'ai envie de dire, là, l'épisode va passer. Des jeunes vont nous regarder, vont te regarder. Oui. Si un jeune a le déclic en te regardant, quel conseil donnerais-tu à ce jeune-là? Qui est dans le droit ou de manière générale? De manière générale et dans le droit également. Alors, les jeunes qui sont dans le droit, déjà, je les invite à rejoindre le réseau. Comment on rejoint le réseau Elite Juristes et Business? C'est en participant à un de nos événements. J'ai décidé que ça devait se passer comme ça parce que je veux que les gens comprennent qu'on n'intègre pas un réseau juste pour tirer les avantages et ne rien avoir à donner. C'est un message que je donne souvent aux gens qui intègrent le réseau, c'est que vous êtes là, c'est du donnant-donnant. Ok, vous êtes peut-être à la recherche d'un stage ou d'un emploi, mais si vous avez une information que vous pouvez partager aux autres, donnez-la. Parce que la recherche d'emploi, tout le monde doit pouvoir en bénéficier. Donc, s'il y a une offre sur le marché, j'encourage les jeunes à participer en donnant l'information dans le réseau pour que tout le monde puisse postuler. Et c'est le meilleur simplement qui sera retenu ou celui qui aura eu le plus de chance ou qui aura le meilleur profil ou
qui aura intéressé le recruteur. Donc, c'est vraiment cet esprit-là que je veux inculquer aussi aux jeunes, c'est de jamais faire les choses de manière isolée en ne pensant qu'à soi. Il faut faire les choses pour tout le monde parce que tout le monde a sa place. Déjà, il faut dire que les juristes, on en a toujours besoin, comme je l'ai dit. Les offres d'emploi, il y en a régulièrement qui sont publiées, mais il n'est pas toujours facile d'avoir accès à l'information. Ouais. Donc, quand on est en réseau, ce qui est bien, c'est que tout le monde va partager les informations dont il a connaissance. Donc, voilà. Une information peut avoir échappé à un jeune, mais parce qu'il est dans le réseau, il aura accès à cette information. Et nous, on a convaincu plus d'une personne qui était venue comme panéliste au départ, qui après a pris plusieurs personnes en stage, là où la personne travaille. Donc, vraiment, j'encourage les jeunes non seulement à rejoindre le réseau, à être des personnes aussi proactives. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont assis chez eux et qui attendent que le travail vienne à eux. Mais ça ne se passera pas comme ça. Parce qu'on est quand même sur un marché, même s'il est petit, il reste compétitif. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés chaque année. Des gens qui sont diplômés en droit, qui sont même allés étudier le droit à l'étranger. Ça, il y en a plein maintenant. Donc, il faut pouvoir se démarquer. Moi, ce que j'encourage les jeunes à faire, déjà, c'est parler anglais. Parce que c'est un avantage concurrentiel sur les autres candidats. Quand on parle anglais, on a quelque chose de plus à offrir que les autres. Si on a une spécialisation aussi, c'est bien. Comme je l'ai dit, ce n'est pas impératif, parce qu'on n'est pas obligé de spécialiser dans un seul domaine. Mais si on a une spécialisation, c'est bien. Ça peut ouvrir certaines portes aussi. Donc, voilà, c'est leur dire aussi de s'impliquer dans les actions sociales, parce que c'est ça aussi qui permet d'étendre le réseau. On ne sait jamais qui on va rencontrer et qui pourra un jour nous tendre la main. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris moi-même et je vous dis, ça fait pas longtemps en réalité que je suis, on va dire, sortie de l'ombre. Parce que j'étais aussi quelqu'un qui était assez casanier. Donc, je n'aimais pas trop sortir de chez moi. J'étais assez une personne, comme on va dire, un peu privée, un peu solitaire. Et depuis que j'ai décidé de lancer toutes ces initiatives, moi-même, ça a changé ma perspective des choses. Je suis quelqu'un de beaucoup plus ouvert. J'aime maintenant, en fait, aller participer à des événements, aller à des conférences, etc. Donc, ça a changé totalement ma manière d'être. Et je pense que vraiment, ça change la vie parce que maintenant, je rencontre même des personnes parce que je suis mise en relation avec ces personnes. Donc, quelqu'un pense à moi aujourd'hui en disant « Ah, mais elle a un programme là, Connaissance s'enchaîne » parce que ça, c'est un autre programme qu'on a décidé de lancer dans le cadre de l'ONG. C'est pour la réinsertion professionnelle des anciens détenus. Mais on vise les jeunes de 18 à 25 ans. Donc, tous ceux qui sont dehors, je lance aussi un appel. Si vous cherchez une activité, rejoignez-nous. Au sein de l'ONG Idiano, on a toujours besoin de volontaires parce qu'on a beaucoup de projets et franchement, ce sont des projets très intéressants. Mais c'est toujours l'autre qu'on met en avant. Comme j'ai dit, tout le monde a sa place. Même des personnes qui ont fait un séjour en milieu carcéral, elles ont leur place dans la société parce qu'on ne peut pas juger les autres. On ne sait pas pourquoi elles en sont arrivées là. Elles ont eu à commettre un délit ou un crime, ok. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas contribuer au développement économique du pays. Et justement, on a parlé de ton ONG, on a parlé de CAD Consulting. Et là, moi, j'ai envie de te poser la question. Bon, ce n'est pas une question. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes entrepreneurs gabonais? Ou pas seulement gabonais, parce qu'on est regardé au-delà des frontières du Gabon déjà. Mais quel conseil donnerais-tu à l'entrepreneur africain avant de se lancer, avant de créer son business, avant de lancer son business? Se lancer en soi, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Je pense que toute personne qui a une idée entrepreneuriale peut la développer et peut la lancer. Il faut pas spécialement être hyper compétent, hyper qualifié ou avoir plein d'argent. Il suffit d'avoir la bonne idée et avoir un public cible pour savoir à qui vendre son produit ou ses services. Mais ce que je donnerais comme conseil aux jeunes entrepreneurs, c'est surtout de connaître la loi, de connaître le cadre des affaires qui est celui dans lequel ils évoluent, et de faire appel aux professionnels du droit quand le besoin se fait. Parce que parfois, ils voudront gérer les problèmes seuls et ils ne vont pas s'en sortir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les outils. Donc moi, franchement, je suis honorée quand un jeune entrepreneur vient me voir en me disant « Bon, Madame Théa, honnêtement, j'ai besoin des services de votre cabinet, j'espère que vous n'allez pas trop me facturer, mais j'ai besoin de vous. » Et rien qu'avec ça, moi, je suis quelqu'un qui suis prête à fixer des honoraires raisonnables pour accompagner tout le monde parce que voilà, j'estime que j'ai une connaissance que je dois mettre à disposition des autres. Si je peux les aider à résoudre un problème, alors je le ferai. Ok, bon. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Et je vais quand même te laisser le mot de fin parce que c'est la reprise de notre premier invité.
Je t'ai sur le mot de fin. Donc, tu as la caméra face à toi. Libre à toi de dire ce qui te passe. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à ONG, CAD, il y a beaucoup de choses, mais libre à toi. Non, je voudrais d'abord te remercier Mhm. pour cette opportunité que tu me donnes de m'exprimer aujourd'hui. C'est vrai que, comme je l'ai dit, je prends vraiment un grand plaisir aujourd'hui à partager mon expérience pour pouvoir en inspirer plus d'un. Parce que moi, je me dis qu'à mon époque, c'est vrai que j'ai pas eu cet accompagnement-là. Quand j'ai décidé de me lancer dans le droit, c'était un choix personnel, individuel. Personne m'a orientée. Je savais même pas en réalité ce que je voulais réellement faire comme droit, parce que le droit, c'est vaste. Hein. Comme on l'a dit, il y a plusieurs branches du droit. Et si on n'est pas accompagné, on peut se perdre, hein, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui se sont lancés dans une activité ou qui ont sécurisé un emploi quelque part, mais en fait, elles ne se sentent pas à leur place. Donc moi, ce que je voudrais dire comme mot de fin, peut-être, c'est toujours d'écouter son cœur et d'écouter son intérieur propre. Parce que si on ne se sent pas à sa place, à un moment donné, il faut pouvoir sortir de sa zone de confort. Il faut pouvoir se dire que si c'est pas là où on doit être, si on n'est pas épanoui et qu'on veut faire autre chose, il faut pas hésiter à se lancer. Donc moi, je pense que c'est le conseil que je veux donner à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui ou qui nous écoutent. C'est de ne jamais avoir peur. C'est vrai que sauter le pas, c'est pas facile. Et je dis pas non plus qu'il faut faire des choix sur un coup de tête et puis du jour au lendemain, tout laisser. Non. Mais il faut s'assurer qu'en fait, on soit aligné avec ses valeurs et avec ses projets personnels, tout simplement. Il faut se sentir à sa place et sentir qu'on contribue, qu'on donne de soi, qu'on a une place, qu'on a une place de choix et qu'on apporte de la valeur à quelque chose. Et moi, je pense qu'avec toutes les activités que je fais aujourd'hui, je pense que j'apporte quand même de la valeur. Donc, toutes les personnes que j'accompagne et tous les projets que je développe, c'est toujours pour aider une tranche de la population, pour aider les jeunes juristes, parce que je suis passée par là, je sais que c'est pas facile. Étudier le droit, comme j'ai dit, en théorie, ça peut paraître très compliqué, mais rien n'est mieux que la pratique pour comprendre qu'en réalité, c'est passionnant. Rien n'est mieux que la pratique. Premier épisode, saison 2, le podcast de NAT. Nous étions avec Catherine Tia. À très bientôt.